Maintenant à l'examen de l'amendement 1559 qui a été déposé par le gouvernement et je vous informe tout de suite que pour le vote de cet amendement, je suis saisi par le groupe socialiste, écologiste et républicain d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Monsieur Lelouch, vous vouliez vous inscrire sur la... Ah oui, on a le temps. Madame la ministre, je vous laisse présenter l'amendement 1559 déposé par le gouvernement. L'article 38 ter a été introduit en commission par un amendement, monsieur le député Victorin Lurel. Et cette disposition vise à renforcer notre arsenal législatif en élargissant le champ de la répression, de la contestation, de la banalisation des crimes contre l'humanité, aujourd'hui limité à la négation de la Shoah, à l'ensemble de ces crimes et notamment à la traite et à l'esclavage. La lutte contre les discriminations passe en effet par la reconnaissance de ces formes les plus extrêmes que sont les crimes contre l'humanité et notamment les crimes de génocide et d'esclavage. Le gouvernement soutient, bien sûr, monsieur le député, pleinement cet objectif. La remise en cause de ces crimes, qu'il s'agisse de génocide, de traite et d'esclavage ou de tout autre crime contre l'humanité, lorsqu'elle contredit des faits qui ont été jugés et reconnus par la justice ou lorsqu'elle incite à la haine ou à la violence, ne peut en effet être tolérée. Mais cet objectif doit être concilié avec les exigences conventionnelles et constitutionnelles strictes rappelées par le Conseil constitutionnel dans une décision de censure d'une précédente proposition de loi portant sur ce sujet rendue en 2012 et par un avis rendu par le Conseil d'État en 2013 sur un précédent projet de loi sur le même sujet qui avait conduit à son abandon. Le présent amendement vise donc à compléter la disposition introduite en commission et à en renforcer le niveau de sécurité. Et il prévoit ainsi de mieux distinguer l'apologie des crimes contre l'humanité de la négation de ces crimes, la première relevant de l'article 24 de la loi sur la presse, qu'il convient donc de compléter pour y mentionner l'esclavage, tandis que le second relève de l'article 24 bis de cette loi. De mieux définir le délit de négation ou de banalisation de ces crimes en respectant à la fois les exigences constitutionnelles et la décision cadre du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal. Deux hypothèses sont ainsi prévues. D'une part, les crimes ayant fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction internationale ou par une juridiction française, alors que seule la négation de la Shoah est aujourd'hui réprimée, ce texte permettra de sanctionner la contestation ou la banalisation de l'ensemble des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre de manière non limitative dès lors qu'ils auront été reconnus par une juridiction. Il permettra ainsi, par exemple, de sanctionner la négation du génocide du Rwanda. D'autre part, la négation ou la banalisation de ces crimes exercés d'une manière qui incite à la violence ou à la haine, le texte permettra ainsi, de manière plus générale, de prendre en compte des crimes historiquement reconnus, même si leur ancienneté exclut de fait toute possibilité pour la justice de se prononcer lorsque leur contestation ou leur banalisation sera commise dans des conditions incitant à la haine ou à la violence. Cette solution permet de surmonter la décision du Conseil constitutionnel de 2012 qui avait considéré que l'incrimination de la négation d'un crime contre l'humanité ne pouvait pas reposer sur sa seule reconnaissance par la loi en l'absence de condamnation par une juridiction, en rattachant ce nouveau délit à un comportement d'incitation à la haine et à la violence. De permettre aux associations de lutte contre l'esclavage ou de défense de la mémoire des esclaves et l'honneur de leurs descendants de se constituer
partie civile dans des procédures visant ces délits. Merci Madame la Ministre. L'avis de la Commission, Madame la rapporteure, sur cet amendement du Gouvernement. Eh bien, je vous le disais, moi, je m'honore d'être membre de la Commission des lois et d'en tirer une certaine rigueur dans l'examen des textes. Le précédent président de la Commission des lois, aujourd'hui garde des Sceaux, avait pour doctrine de ne pas tolérer la désinvolture que le gouvernement montre parfois au Parlement. Le dépôt d'amendements importants hors délai en est souvent une triste illustration. Pour être honnête, la Commission n'a pas pu se prononcer. Je pense que sur des sujets comme ça, on aurait tout à gagner. Je me rappelle quand un député nous avait avertis de vouloir traiter de l'abolition de l'esclavage, nous avions fait une table ronde avec des historiens, en l'occurrence des historiennes, pour pouvoir éclairer la Commission. Là, nous découvrons aujourd'hui, donc la Commission n'a pas émis d'avis, donc je ne peux pas vous en donner. Néanmoins, j'ai deux petites remarques personnelles à vous faire. Définir une incrimination par une autre incrimination est une erreur à mon avis. Au 8e alinéa, vous écrivez que la négation, la minoration ou la banalisation de crimes contre l'humanité suppose une incitation à la haine raciale. Mais si à la fois une incitation à la haine raciale et une négation de crimes contre l'humanité, comment le parquet va-t-il retenir une qualification plutôt que l'autre? Mais je pense que le gouvernement nous éclairera à ce sujet-là. Ensuite et surtout, le 7e alinéa m'interroge. En conditionnant la possibilité de l'action au fait que le crime dont il est fait apologie ait déjà donné lieu à condamnation par les juridictions, nous figeons la possibilité des poursuites au périmètre défini par les juridictions internationales. Je ne pense pas notamment que la traite négrière et le génocide arménien aient donné lieu à condamnation en France ou à l'international, mais peut-être puis-je me tromper, et là aussi, les éléments du gouvernement seront les bienvenus. Je le redis, la Commission n'a pas pu se prononcer, donc chacun prendra sa décision. Merci Madame la rapporteure. Alors, il y a Monsieur le rapporteur de la commission spéciale et j'informe tout de suite les collègues que j'ai noté les demandes de prise de parole de plusieurs collègues et on fera une petite exception à la règle vu le sujet et le nombre d'inscrits. Bien évidemment, comme le disait précédemment Marlène Chapdelaine, c'est en effet un amendement qui n'a pas été étudié en commission. Et je voudrais rappeler aussi la façon dont nous avons travaillé et comment le gouvernement, au regard des travaux que nous avons eus en commission, a pu, en conséquence, porter cet amendement qui à la fois fait sens, reconnaissance et engage la parole donnée, qui serait ici tenue. Victorin Lurel, parmi nous ici, a ouvert une brèche dans nos débats. Et nous lui devons beaucoup de façon indirecte pour ceux qui mènent ce combat depuis des années, pour ne pas dire des dizaines d'années. Il l'a ouvert sur un sujet au moment où nous pensions qu'il était impossible d'atteindre les objectifs. Il l'a fait à un moment où tout le monde nous disait c'est impossible. Il l'a fait à un moment où tout le monde nous a dit c'est inaccessible. Comme quoi il y a une forme de fraternité à travers l'ensemble de ces crimes qui touchent les peuples, l'ensemble de ces victimes qui sont frappées et qui, au travers de ce texte, trouvent ici la justification à leur combat et à soutien. Or, évidemment, il ne faut pas comparer les périodes de l'histoire. Mais à chaque fois qu'un génocide frappe, à chaque fois que la nature humaine est rabaissée par l'esclavage, la torture, c'est au final l'ensemble de l'humanité qui l'est par ce biais. Et les travaux que nous avons eus en commission, sur lesquels le gouvernement a pu faire reposer ce qui est une reconnaissance, mais qui est aussi aujourd'hui, maintenant et demain, si nous le votons, un nouveau arsenal juridique qui permet aujourd'hui d'élever au même niveau d'égalité qu'avec d'autres crimes contre l'humanité de l'histoire les recours et sanctions possibles. Et à mon sens, et au regard des travaux
que nous avons menée. Une belle et bonne chose. Merci, monsieur le rapporteur. Alors, je vous donne tout de suite la liste des collègues qui ont demandé la parole. Il y a monsieur Lelouch, monsieur Rouquet, monsieur Gibraillel, monsieur Pupponi, monsieur Leroux, monsieur Germain et monsieur Lurel. Donc, je vous donne tout de suite la parole, monsieur Lelouch. Pour Merci, 2 Monsieur le minutes. Président. Au risque de faire un tout petit peu de peine à mon ami Patrick Devedjian, j'ai, comme la rapporteure, un léger doute juridique sur la compatibilité de cet amendement, pourtant émanant du gouvernement, avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Je ne vois pas trop bien comment ça s'articule. Je pense que ça ne s'articule pas vraiment. Mais ce que je pense aussi, c'est que le gouvernement a voulu envoyer un signal. Et il se trouve que ce signal, moi, je le partage. On verra ce que dira le Conseil constitutionnel et les juridictions. Mais l'idée que la négation d'un génocide puisse être une forme de haine, de revendication, de négation de l'autre, c'est une vérité. C'est une vérité. Et je trouve, dans la situation que je connais bien des chrétiens d'Orient en ce moment, dans le nord de l'Irak, où je me suis rendu tout récemment, au Liban, en Syrie, et je voyais ce matin même des chrétiens de Syrie qui se battent pour essayer de survivre et rester dans ce pays. Je vois dans tout cela quelque chose d'inacceptable. D'inacceptable, surtout quand de grands États, comme la Turquie, qui sont d'ailleurs partie prenante dans le conflit qui se joue aujourd'hui en Syrie et en Irak, continuent de nier de façon absolue qu'il y a eu des choses gravissimes il y a un siècle, en 1915. Et je renvoie chacun, mon ami Patrick Devedjian a renvoyé au livre de Jean-Louis Debré, moi j'aurais tendance à vous envoyer au mémoire de ma mémoire, écrit par quelqu'un que je respecte infiniment en matière géopolitique, notre ami Gérard Chalian, qui porte la mémoire de ses grands-parents pendant le mandat français, pendant le mandat français dans l'est de la Turquie, qui était à l'époque une partie de la Grande Syrie. Ce que ces gens ont vécu est absolument abominable et on ne peut pas le nier. Et voilà, si on veut construire un jour la paix au Proche-Orient et faire en sorte que les communautés coexistent, il faut que la reconnaissance de ce qui s'est passé soit admise. Et c'est bien, quelque part, que la République française le dise, comme elle le dit sur l'esclavage, comme elle l'a dit sur le génocide des Juifs. Donc, pour revenir à ce que je disais, je suis un tout petit peu dubitatif sur le plan du droit, mais sur le plan politique, je ne peux que partager l'intention du gouvernement et de tous les collègues sur tous les bancs dans cette affaire. Merci, monsieur Lelouch. La parole est à monsieur Rouquet. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, cet amendement du gouvernement vise à pénaliser toute forme de négation ou de banalisation des crimes contre l'humanité imprescriptibles que sont les crimes de génocide et les crimes d'esclavage. Je tiens à saluer le travail de notre collègue Victorin Lurel, qui fut l'initiateur de cet amendement au sein de la commission spéciale. Que de chemin parcouru, mes chers collègues, depuis le 29 mai 1998, quand nous avions pour la première fois dans cet hémicycle débattu de la reconnaissance du génocide arménien de 1915. Après que notre Assemblée eut reconnu son existence en 2001, il lui incombe aujourd'hui de se prononcer sur la pénalisation de la négation et de la banalisation de ces génocides. Ce texte, qui vise à remédier à l'impuissance du droit à réprimer des propos négationnistes, étend les dispositions de la loi sur la liberté de la presse à la remise en cause de la traite des esclaves et des génocides, entendus comme la destruction d'une nation ou d'un groupe ethnique selon un plan coordonné d'après la définition donnée par Raphaël Lemkin en 1943. Le génocide est le stade suprême du racisme, puisqu'il transforme la haine d'un groupe ethnique particulier en son élimination. Le plan coordonné de l'auteur de ce crime, qui est pour Lemkin le second élément constitutif de l'infraction, trouve ensuite son expression dans la négation de l'œuvre génocidaire, qui se trouve être le volet politique de cet acte de destruction. C'est cette négation ou cette minimisation des faits
qui, des années après l'exécution de ces crimes, et malgré les travaux scientifiques rigoureux des historiens, génère une haine et une violence insidieuses à l'égard des victimes et de leurs descendants. Mes chers collègues, notre Parlement a aujourd'hui, une fois de plus, la possibilité de rendre justice à la mémoire des différents peuples victimes de génocide au cours du XXe siècle. Chers collègues, je souhaiterais donc que nous ayons, au moment de notre vote, en mémoire les mots d'Elie Wiesel, pour qui tolérer le négationnisme, c'est assassiner une seconde fois les victimes. Merci, Monsieur Rouquet. La parole est à Monsieur Gibrayel. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier également Victorin Lurel qui a permis et saluer le travail et la pugnacité qui est la sienne dans ce combat sur l'esclavage. Et cet amendement nous permet, parce que, avec beaucoup d'amitié et de respect, je dirais à Pierre Lelouch, on n'est pas dans une voie mémorielle, on est dans une loi sociétale, du vivre ensemble. Je sais qu'on aura peut-être un recours au Conseil constitutionnel. Je sais que sur ces bancs, beaucoup ont essayé, et sous toute famille politique concernée, d'essayer d'amener une loi qui puisse pénaliser la négation des génocides. Mais aujourd'hui est un grand jour. Cet amendement apporte la libération, l'apaisement pour les descendants des victimes du génocide arménien de 1915. Depuis des années, ils attendent que le gouvernement français puisse trouver la faille dans nos travaux législatifs pour qu'enfin la pénalisation des génocides, et René Rouquet a raison de le rappeler, les génocides du XXe siècle, Rwanda, etc. Et j'ai une pensée pour tous ces peuples qui ont subi ces génocides. Mais je voudrais poser une question à Madame la Ministre. On parle bien des génocides et on parle bien du génocide arménien dans cet amendement. C'est une question très importante. Je voudrais saluer tous les collègues ici présents depuis des jours sur la loi égalité-citoyenneté et surtout les collègues qui ont pris le temps de se pencher sur ce problème récurrent de notre société, la négation générale des génocides. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est un des plus beaux jours, pour ma part, de ma carrière politique, qui suis depuis toujours dans ce combat contre la reconnaissance des génocides et la pénalisation des génocides, et surtout le génocide arménien. Je vous remercie. Merci, Monsieur Gibrayel. La parole est à Monsieur Germain. Oui, chers collègues, 3 novembre 1896, un jeune député de 37 ans s'est levé dans cet hémicycle. Une grande voix, un modèle pour nous tous. Et il a dénoncé le premier génocide des Arméniens. 200 000 morts, c'était Jean Jaurès. Et moi aussi, après les différents collègues qui se sont exprimés, je suis ému aujourd'hui parce que je crois que c'est un grand moment pour notre pays. Cette loi, c'est d'abord un devoir de mémoire. Mémoire pour ces millions de victimes qui n'ont pu être évitées peut-être parce que, après cette grande voix qui s'est levée, et d'autres ensuite, elles n'ont pas été entendues. Et c'est d'abord à ces victimes que je veux penser aujourd'hui. Mais cette loi, c'est aussi un devoir d'avenir. Et je crois que c'est peut-être le plus important pour nous. Je l'ai dit, si ce génocide avait été reconnu comme tel, si les mots avaient été mis sur ces crimes, ce mot de génocide, si des sanctions avaient été prévues, comme nous allons le faire aujourd'hui, pour condamner ceux qui nient les génocides, peut-être que nous aurions pu éviter 20 ans plus tard les 1 500 000 Arméniens qui ont été massacrés. Peut-être aussi que nous aurions pu éviter la Shoah, tant on sait combien le génocide des Arméniens a inspiré ceux qui ont perpétré le génocide des Juifs et bien d'autres massacres plus tard. Et puis je voudrais dire aussi, et terminer là-dessus, que ce texte n'est pas un texte d'un peuple contre un autre. Un peuple se grandit quand il regarde en face son histoire, quand il sait mettre un mot sur les périodes les plus noires de son histoire, comme la France a su le faire en reconnaissant le rôle de l'État français dans le génocide des Juifs. Et je crois qu'aujourd'hui, et beaucoup de Turcs, s'agissant du génocide des Arméniens, en sont convaincus, et de plus en plus que cette reconnaissance que nous avons
et dont chacun d'entre nous a pu voir avec fierté la plaque qui se trouve dans le mémorial d'Erevan, dans laquelle la France dit qu'elle reconnaît publiquement le génocide des Arméniens. Cette négation, cette pénalisation du négationnisme que nous allons voter dans quelques instants, je l'espère, et cette reconnaissance à laquelle j'aspire et à laquelle j'appelle aujourd'hui nos amis turcs concernant le génocide des Arméniens, je crois qu'elle grandira les peuples qui le feront et l'humanité tout entière. Je vous remercie. Merci, Monsieur Germain. La parole est à Monsieur Pupponi. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, je crois qu'effectivement, nous avons tout de même le sentiment de vivre collectivement un moment historique qui, je l'espère, ne finira pas comme le dernier. Nous étions nombreux, lorsque la loi a été votée, de croire que nous avions enfin respecté et ce travail collectif de mémoire, de reconnaissance et les engagements que nous avions pris auprès de nos amis arméniens. Et puis, la saisine du Conseil constitutionnel et la décision nous a replongé dans le doute qui était le nôtre durant plusieurs mois, mais la lecture de Patrick Devedjian du livre de M. Debré me laisse quand même un goût amer. Il y a aussi des élus qui sont capables, des parlementaires, de voter des lois dans l'intérêt général et non pas pour l'intérêt particulier. C'est ça qui fait la grandeur du rôle qui est le nôtre. Mais bien entendu, je suis d'autant plus ému que si nous parlons aujourd'hui du génocide des Arméniens, c'est que nous le faisons à l'occasion d'un amendement du gouvernement, et je remercie le gouvernement d'avoir pris cette responsabilité, mais qui suit une demande de Victorin Lurel. Et associer dans un même texte, entre autres, la mémoire des victimes de l'esclavage, des descendants victimes de l'esclavage, et la mémoire des Arméniens, et permettez-moi d'associer aussi des Assyro-Chaldéens qui ont été aussi victimes de ce génocide en 1915, c'est quelque chose d'important collectivement. Et j'ai la chance d'avoir parmi des amis chers, très chers, des descendants des esclaves, comme des descendants des victimes du génocide arménien et du génocide assyro-chaldéen. Et comme le disait Patrick Devedjian tout à l'heure et Pierre Lelouch, c'est en les écoutant, en les fréquentant, après de longues années d'amitié, qu'ils ont su nous expliquer ce que cela veut dire d'être le descendant d'un esclave, de ne pas savoir où sont ses ancêtres, où ils sont enterrés, de ne pas avoir de vie personnelle capable de se construire, car on n'a pas le lien du passé que certains peuvent avoir. Et pour rappeler une histoire qui m'avait été racontée, certains descendants d'esclaves m'ont dit qu'il fallait que nous prenions bien conscience, nous, les représentants de la nation, qu'il y a 200 ans, les esclaves étaient moins que des chiens dans notre pays, car les chiens avaient le droit de se reproduire lorsqu'ils le décidaient, ce qui n'était pas le cas des esclaves. C'était ça aussi. Et comment veut-on que des personnes se construisent en portant sur leurs épaules de tels traumatismes? On doit bien entendu aussi penser aux descendants des victimes du génocide. Bref. Et moi, je voulais le dire à mes amis, à ceux qui sont des descendants de ces victimes, ici, dans cet hémicycle, sur les travées du public ou à l'extérieur qui nous écoutent. Ils peuvent être fiers d'avoir su dépasser leurs traumatismes, leurs blessures, leurs souffrances, et d'avoir été capables de nous éveiller à la conscience universelle. Car grâce à eux, grâce à leur témoignage, grâce à leur combat, qui sera, je l'espère, reconnu par le vote de tout à l'heure, et je l'espère enfin par une loi qui ne pourra plus être contestée, grâce à leur combat, ils ont permis à la France de rester le pays des droits de l'homme. Merci, Monsieur Pupponi. La parole est à Monsieur Lurel. Merci, Monsieur le Président. Je répète que ça fait 15 ans que je suis ici. C'est peut-être le plus beau moment que j'aurais vécu, au-delà de ce que peut-être demain le Conseil constitutionnel pourrait réserver à ce texte. Ce texte a été présenté en commission et j'avoue que je rends ici un hommage chaleureux et appuyé à tout le groupe SRC qui s'est immédiatement emparé du texte et qui l'a voté à l'unanimité. Nous l'avons fait examiner par tous les juristes. Ils ont estimé que le texte tel qu'il est parfait, si ce n'est qu'on tenait absolument, c'est vrai, pour un motif symbolique, de citer la loi du 23 mai 2001, dite loi Taubira. Mais elle est mémorielle. Et compte tenu de ce que le Conseil constitutionnel a pu décider en son temps, que les lois mémorielles ne devraient pas dire la vérité historique par détermination et qu'elles ne sauraient être revêtues de force normative. Donc nous avons accepté une navette avec les juristes du gouvernement et de la chancellerie, réserve
bien entendu, que notre commission soit informée en temps et en heure. Oui, je suis absolument d'accord avec Marianne Chapdelaine. On n'a pas vraiment été informé suffisamment pour que la commission statue en conscience et, si j'ose dire, en vérité. Bon, cela étant, j'avoue sans avoir été délégué. Hier encore, j'ai vu la chancellerie, on a discuté et je partage un peu l'analyse de Marianne. Pensez-vous que pour répondre aux contraintes du Conseil constitutionnel, ne pas toucher à la liberté d'expression, ne pas toucher à la liberté de communication, à la liberté de la presse, à la liberté d'enseignement et à la liberté de recherche. Donc on a tenu à faire un exercice pointu, je ne dirais pas d'équilibriste, mais marcher sur la corde raide pour respecter ce qui est désormais la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Et les juristes ayant pesé et sous-pesé estiment que ce texte-là, en l'état, peut-être on peut encore l'améliorer dans la navette, le Sénat et peut-être demain en CMP, devrait pouvoir répondre aux objections et surplomber les difficultés du Conseil constitutionnel. Mais il n'est pas possible de rester aujourd'hui dans notre nation, dans cette République, avec des trous comme ça dans notre arsenal juridique, que n'importe qui peut faire de l'apologie. Je vous donne un exemple. Quelqu'un candidat à l'élection présidentielle qui dit on ne peut abolir l'esclavage qu'à un certain degré de développement économique, que l'esclavage était une solution efficace, bonne pour l'économie, bénéficiant à tous, dont les esclaves. L'esclavage s'est imposé jadis comme une nécessité. Ce ne fut pas un crime, nous n'avons pas à rougir. Et je peux vous dire tout ça de la même eau et du même tonneau. Je peux continuer. Ce n'est pas sanctionnable. Aujourd'hui, la seule chose qui est sanctionnable ou qui peut être sanctionnée, c'est l'apologie de la Shoah. Là, oui, on fait œuvre utile. En revanche, dans la rédaction qui nous est soumise, j'aurais proposé un sous-amendement. C'est je veux le pluriel, je souhaite le pluriel. On dit les crimes tels que définis au singulier. Je souhaiterais améliorer le texte du gouvernement s'il l'accepte, de mettre tel au pluriel et défini au pluriel, pour bien inclure ce que demande notre collègue Gibrayel, tous les crimes, y compris les génocides, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité. Moi, compte tenu de mes origines, je finis, Monsieur le Président, j'évoque le problème de l'esclavage, la loi Taubira qui n'a pas de force normative et qui n'est là que pour célébrer et que commémorer. Oui, tous les génocides sont compris, y compris donc l'Arménie, le Rwanda et que sais-je, tous les crimes contre l'humanité et tous les crimes de guerre. C'est pourquoi on vise le statut de la Cour pénale internationale, on vise le tribunal militaire international annexé à l'accord de Londres, et puis on vise les articles du code pénal qui répondent à tout ça. Ça devrait répondre à tous, et on ne fait pas pour déplaire à tel ou tel pays, on fait œuvre de justice ici, et c'est votre honneur. Merci, Monsieur Lurel. Je précise que si vous avez un sous-amendement à transmettre, il faut le transmettre de façon écrite. La parole est à Monsieur Leroux. Oui, Monsieur le Président, vous me permettrez de commencer et de finir par un élément un peu personnel. Le premier, pour ouvrir, c'est que quand il y a plus de 15 ans, j'ai commencé à discuter dans cet hémicycle et à travailler notamment sur la question du génocide arménien. Je ne le faisais pas pour me faire de nouveaux amis, je ne le faisais pas pour me faire des ennemis. Ceux qui regardaient d'ailleurs le territoire où je suis élu pouvaient être étonnés à juste titre de cet investissement. Je le faisais, excusez-moi du peu, parce que je pensais qu'il était utile de faire cela pour la marche du monde et la marche de l'Europe, compte tenu de ce qui s'était passé et qui avait une portée tant qu'elle n'était pas reconnue, qui empêchait de nouer de nouveaux liens, qui empêchait d'avancer. Moi, je remercie Victorin Lurel de la façon dont il nous permet d'aborder des choses aujourd'hui. Quand, depuis plusieurs mois, il est venu me voir pour me dire que sur la question de l'esclavage, il souhaitait faire ce qu'il a proposé. J'ai tout de suite vu qu'il y avait une possibilité d'avancer ensemble sur un chemin qui est un chemin très clair. Quand il y a eu reconnaissance d'un crime, quand il y a eu reconnaissance d'un génocide, quand il y a eu reconnaissance de l'esclavage, il est encore pire de voir la capacité à nier cela qui peut être utilisée par certains. C'est encore beaucoup plus fort que quand cela n'a pas été reconnu. Et donc, il ne peut pas y avoir
de reconnaissance de ces crimes, de reconnaissance de ces abaissements de l'homme qui ont été organisés. Il ne peut pas y avoir de reconnaissance de ces génocides sans qu'il y ait la négation et la façon dont nous pouvons réprimer la négation et la banalisation quand elle s'oppose. Et en cela, nous finissons une histoire en faisant ce travail aujourd'hui, et je veux souligner, comme cela a été fait avec moi, l'importance de ce moment. Le deuxième élément, c'est que je pense que ce texte, nous l'avons réfléchi depuis longtemps, et même si nous sommes, et je reconnais à Pierre Lelouch le fait de dire que nous sommes là sur une matière où l'interprétation par rapport à ce que sont nos fondamentaux constitutionnels va prêter, mais je pense que nous avons encore, par rapport aux rédactions précédentes, essayé de prendre en compte la jurisprudence qui avait été créée par le Conseil constitutionnel, essayer d'affiner les choses. Et je pense que nous sommes arrivés à une rédaction qui nous permet d'aller aussi loin que ce que la loi nous permet de faire aujourd'hui. Et j'espère donc que nous avons, j'en suis même convaincu, réussi à écarter petit à petit, un à un, les griefs qui avaient pu être faits. Enfin, je voudrais terminer en disant, mais là, à titre personnel, que je regrette que sur ce sujet, je le dis ici de façon très claire, je regrette d'avoir été mis en cause il y a quelques jours dans un courrier qui a été abondamment distribué à tous les députés sur ce travail. Il n'y a rien de politicien dans le fait d'avoir cherché, par rapport au débat que nous avons pu avoir il y a quelques mois, à améliorer encore la rédaction de ce texte. Et le fait qu'une députée, de façon très large, fasse une mise en cause d'un président de groupe sur la façon dont nous travaillons aujourd'hui avec le gouvernement, et très largement avec de nombreux députés, la quasi-totalité des députés sur ce texte, avec quelque chose de blessant. En même temps, je me dis que si le moment avait toute l'importance qu'elle donne à ce texte, elle aurait pu se rendre disponible aujourd'hui. Merci, Monsieur Leroux. Vous étiez le dernier inscrit. Avant de procéder au vote sur l'amendement, Madame la Ministre, vous souhaitez peut-être vous exprimer? Madame la Ministre, allez-y. Pardon, merci. Il y avait la proposition de sous-amendement du député, monsieur le député Lurel, sur tel que au pluriel. Or, si on est à tel que au pluriel, avant nous sommes sur d'un crime puis l'autre crime. Ce n'est pas les uns et les autres. Donc il y aurait une difficulté grammaticale. Donc voilà, on peut revenir pour voir comment est-ce qu'on modifie ça. Je comprends bien l'esprit de votre proposition, monsieur le député. Et monsieur Gibraël, oui, ce texte, oui, monsieur le député, ce texte, il vaudra pour tous les crimes contre l'humanité, dont bien sûr le génocide arménien. Merci, Madame la Ministre. Monsieur Lurel, vous maintenez votre proposition de sous-amendement? C'est précisément pour le retirer, puisqu'il s'agit d'une énumération, mais j'avais le même souci que notre collègue Gibraël pour englober tous les crimes, tous les génocides, tous les crimes de guerre. Oui, du point de vue grammatical, c'est correct, donc je retire le sous-amendement. Très bien, merci Monsieur Lurel. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons été saisis d'une demande de scrutin public par le groupe socialiste, écologiste et républicain. Le scrutin a été annoncé tout à l'heure dans l'enceinte de l'Assemblée. Nous allons donc maintenant procéder au scrutin. Je vais donc mettre aux voix l'amendement numéro 1559 présenté par le gouvernement. Chacune et chacun a bien regagné sa place. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 21, suffrage exprimé 21, majorité absolue 11 pour, 21 contre 0. L'amendement 1559 est donc adopté à l'unanimité.
Les amendements 1280 et 1281 sont tombés par voie de conséquence. Je mets donc aux voix l'article 38 ter ainsi amendé. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Nous en arrivons à l'article 38 quater. Madame la ministre. Je demande une suspension de séance, s'il vous plaît. Très bien. La suspension de séance est de droit. La séance est donc suspendue pour 5 minutes.